De nouveaux combats ont opposé jeudi les camps rivaux libyens au sud de Tripoli. Ceci malgré l'adoption la veille d'une résolution au Conseil de l'ONU réclamant un cessez-le-feu durable. Anis Rahmani, le puissant patron d'Ennaha, le premier groupe de médias privés algériens, réputé proche de l'ancien président Abdelaziz Bouteflika, a été arrêté mercredi par la gendarmerie pour corruption. Le Zimbabwe fait face à la pire sécheresse enregistrée depuis au moins 35 ans dans le pays. Ce changement radical de décor est préjudiciable aux activités agricoles et économiques du pays. Bonjour ou bonsoir de par vos positions d'écoute. Bienvenue dans cette édition sur Sika que nous ouvrons par l'Algérie avec Anis Rahmani, le puissant patron d'Ennaha, le premier groupe de médias privés algériens réputé proche de l'ancien président Abdelaziz Bouteflika qui a été arrêté mercredi par la gendarmerie algérienne pour fait de corruption. C'est ce que nous avons appris d'une source sécuritaire. L'homme a été présenté au procureur de la République ce jeudi. Reportage. Il a été arrêté hier pour des faits de corruption. Il est en garde à vue. La nouvelle a fait le tour de toute l'Algérie. Anis Rahmani, un journaliste de 49 ans, est accusé d'infraction à la législation de change, chantage pour l'obstruction d'avantages inclus, abus de pouvoir et détention de comptes bancaires à l'étranger. Tout ceci à la une de plusieurs médias privés algériens. La presse algérienne a fait état de plusieurs plaintes pour diffamation visant Rahmani, réputé proche de l'ancien président Abdelaziz Bouteflika. En décembre, Anis Rahmani et un journaliste d'Ennaha ont été condamnés à 6 mois de prison ferme pour offense et diffamation à l'encontre du général à la retraite Hossein Ben Hadid, qui était à l'époque en prison. Et lundi, un tribunal d'Alger a condamné Ennaha TV à verser une amende à l'ancien chef de la délégation olympique algérienne aux Jeux olympiques de Rio de Janeiro 2016, Ama Brahmia, et à sa famille pour diffamation. Ennaha TV, née en 2016, est une chaîne d'information d'envergure nationale qui diffuse en continu. Elle revendique le titre de première chaîne d'information en Algérie. Anis Rahmani, patron d'Ennaha, premier groupe de médias privés algériens, a été présenté jeudi au procureur de la République. Les manifestations ont repris mercredi en Guinée, et ceci après une pause de quelques semaines à l'approche du référendum constitutionnel du 1er mars que l'opposition dénonce comme une manœuvre du président Alpha Condé pour briguer un 3e mandat fin 2020. Reportage. À quelques jours du référendum constitutionnel du 1er mars prochain, les manifestations anti-Condé ont repris ce mercredi en Guinée. Il y a beaucoup de problèmes en Guinée à l'heure là. Même nos enfants, elles ne partent pas à l'école à l'heure là. Mais on ne sait pas, il y a quoi. Les gens de FMDC aussi. Et chaque jour, il y a que les pagailles. Si ce n'est pas les pagailles, c'est les pagailles. Nous, on a la marre de ça. Moi, ce que je veux dire par là, le président avec les opposants doit s'entendre, s'asseoir et négocier sur la table, faire ce qu'il faut, hein, parce que la grève, c'est pas plutôt bon. Hein. Des manifestants qui ont transformé la capitale Conakry en quasi-ville morte ont reçu le soutien par vidéo interposée du chef de file de la gauche radicale française, Jean-Luc Mélenchon, qui a estimé que la mobilisation en Guinée pouvait servir d'inspiration, y compris en France. La Guinée est le théâtre depuis la mi-octobre de protestations qui ont fait au moins 29 morts. 28 civils et un gendarme contre le projet prêté de longue date au président Condé de chercher à se succéder fin 2020. L'actuelle constitution limite à 2 le nombre de mandats présidentiels. Un projet de nouvelle constitution soumis à référendum le 1er mars, en même temps que les législatives, maintient cette limite. Mais l'opposition soupçonne que son adoption servirait au président Alpha Condé de prétexte pour remettre son compteur présidentiel à 0. Ce dernier a d'ailleurs laissé ce lundi la porte ouverte à une nouvelle candidature, affirmant que c'est son parti qui décidera. Il a aussi défendu le référendum, jugeant qu'il n'y a rien de plus démocratique. De nouveaux combats ont opposé jeudi les camps rivaux libyens au sud de Tripoli. Ceci malgré l'adoption la veille d'une résolution au Conseil de sécurité de l'ONU et réclamant du moins un cessez-le-feu durable, selon bien sûr des témoins et les forces loyales au gouvernement d'union nationale.
L'aéroport de Mitiga, le seul fonctionnel de la capitale, a annoncé la suspension des vols après la chute d'une roquette, tandis que des combats ont de nouveau éclaté au sud de Tripoli entre les troupes de Nia basées à Tripoli et celles du maréchal Khalifa Haftar. Des témoins ont entendu l'explosion de roquettes dans les régions de Al-Aqba, une zone agricole à une trentaine de kilomètres au sud du centre-ville. D'autres roquettes ont atterri dans des quartiers résidentiels, faisant des blessés selon les mêmes sources. Interrogé par l'AFP, le porte-parole des forces de Nia, reconnu par l'ONU, a confirmé des combats dans cette banlieue parsemée de fermes. Ce porte-parole a accusé les forces loyales au maréchal Khalifa Haftar d'avoir violé de nouveau la trêve fragile observée depuis le 12 janvier. Malgré la trêve, des combats sporadiques ont lieu quotidiennement près de Tripoli et les armes continuent d'affluer dans le pays. Le Conseil de sécurité de l'ONU a approuvé mercredi pour la première fois depuis le début en avril de l'offensive du maréchal Haftar contre Tripoli une résolution réclamant qu'un cessez-le-feu durable succède dans ce pays à la trêve fragile observée depuis janvier. La résolution réclame la poursuite des négociations de la commission militaire conjointe créée en janvier et réunissant les deux camps pour aboutir à un cessez-le-feu permanent incluant un mécanisme de contrôle, une séparation des forces et des mesures de confiance. Réunie à Genève, cette commission s'est séparée samedi sans parvenir à un accord, l'ONU proposant de reprendre les discussions à partir du 18 février. Les affrontements autour de Tripoli ont causé jusqu'ici la mort de plus de 1000 personnes, tandis que 140 000 ont été déplacés, selon l'ONU. L'usage de liquide correcteur blanc dans les procès-verbaux de la présidentielle de mai dernier n'a pas favorisé deux candidats. C'est ce qu'a déclaré ce mercredi la chef de la commission électorale du Malawi. Entendu ce mercredi par une commission parlementaire, conformément à l'arrêt de la Cour constitutionnelle, Jane Ansa, la chef de la commission électorale du Malawi, a déclaré que l'usage de liquide correcteur blanc dans les procès-verbaux de la présidentielle de mai n'a pas favorisé de candidats. Sur les documents que nous avons envoyés, nous n'avons en effet pas utilisé de type S, le stylo correcteur blanc, et même pendant la formation, nous avons dit aux stagiaires que le type S n'était pas autorisé. Nous avons appelé les auditeurs pour leur demander pourquoi ils ont permis cela. Ils nous ont dit que tout allait bien, que le type S était utilisé pour faire des corrections. Les témoignages qu'ils ont fournis seront utilisés pour parvenir à une décision. Le plus important est de créer un espace pour que les commissaires puissent être entendus. C'est très important. C'est ce que nous avons fait et nous devrions maintenant pouvoir aller de l'avant. Le président sortant Peter Mutharika, au pouvoir depuis 2014, avait été réélu de justesse avec 159 000 voix d'avance seulement sur son opposant principal, Lazarus Chakwera, selon les résultats de la commission électorale. Mais la Cour constitutionnelle a annulé le 3 février dernier le scrutin, estimant que Peter Mutharika avait été indûment élu. L'usage répandu du correcteur blanc et d'autres altérations manuelles sur les procès-verbaux a grandement sapé l'intégrité des élections, avait estimé la Cour, qui a ordonné l'organisation d'une nouvelle élection dans les 150 jours. Depuis, Peter Mutharika et la commission électorale ont fait appel de la décision de la Cour constitutionnelle. C'est la première fois qu'un scrutin est annulé au Malawi et la deuxième fois sur le continent après l'invalidation de la présidentielle au Kenya en 2017. 40 combattants du groupe des forces démocratiques alliées ont été capturés dans la région de Beni, dans l'est de la République démocratique du Congo. Ceci après un massacre de civils. C'est ce qu'a indiqué ce mercredi la mission de l'ONU dans le pays. Le 9 février 2020, aux environs de 22h30, une action conjointe casque bleu armée congolaise lancée contre les ADF a permis aux FARDC d'appréhender 40 combattants des ADF près de Makeke et de les emmener à la base des FARDC à Mangina, dans la province du Nord Kivu, a déclaré le lieutenant-colonel Claude Raoul Djeungo, porte-parole militaire de la MONUSCO. Les forces armées congolaises mènent des opérations d'envergure depuis fin novembre dans la région de Beni, acculées
à l'est de Béni, les ADF se sont dispersés dans la forêt pour se retrouver dans la zone au nord-ouest de Béni, où de nombreuses exactions en guise de représailles ont été perpétrées contre les civils. Mystérieux et repliés sur eux-mêmes, les ADF sont à l'origine des rebelles ougandais musulmans qui se sont installés dans l'est de la RDC en 1995. Depuis des années, ils ne lancent plus d'attaques contre l'Ouganda, mais sont accusés d'être responsables de massacres de plus d'1 millier de civils depuis octobre 2014. Des dizaines de groupes armés locaux et étrangers sont répertoriés dans la partie est de la RDC en proie à l'insécurité depuis 25 ans. Le Zimbabwe fait face à la pire sécheresse enregistrée depuis au moins 35 ans. Le tarissement des eaux intervient après le passage de cyclone Idai. Ce changement radical de décor est préjudiciable aussi bien aux activités agricoles qu'économiques. Reportage. En l'espace de 10 mois, l'est du Zimbabwe a été secoué par des phénomènes climatiques extrêmes. En mars 2019, le cyclone Idai a provoqué des inondations catastrophiques au Zimbabwe, au Mozambique et au Malawi voisins, faisant plus d'1 millier de morts, des millions de sinistrés et des dégâts considérables, notamment aux réserves alimentaires. Depuis 5 ans maintenant, toute la pointe sud du continent africain souffre d'un important déficit de pluie. Mais le Zimbabwe est de loin le pays le plus fragilisé par le changement climatique dans la région. La sécheresse s'ajoute à une liste inoxydable de difficultés économiques, à savoir inflation, pénurie de liquidités, d'essence, de médicaments, d'eau et d'électricité. La vie quotidienne a viré au cauchemar. Au total, 60% des 15 millions d'habitants du Zimbabwe sont actuellement en situation d'insécurité alimentaire. Faute de pluie suffisante, le barrage de Kariba, principale source d'électricité de la Zambie et du Zimbabwe, devrait fonctionner à seulement 25% de sa capacité en 2020. Sans surprise donc, les deux pays vivent au rythme des longues coupures d'électricité. Des délestages aux conséquences économiques catastrophiques, notamment au sud-ouest, où des touristes du monde entier se pressent pour admirer les chutes du lac Victoria. En plus des problèmes d'électricité, l'industrie touristique pâtit d'une récente publicité dont elle se serait grandement passée. Une vidéo tournée en septembre par un inconnu face à des chutes du lac Victoria, visiblement quasi à sec, a fait le buzz. La vidéo ne reflétait pourtant qu'une partie de la réalité. Ce sera donc tout pour ce journal. Merci de nous avoir suivis. À bientôt.